Alors, vous nous annoncez en gros que les gilets bleus de la police vont maintenant prendre le relais des gilets jaunes pour mettre la pression sur le gouvernement? Oui, bien sûr, c'était déjà annoncé avant même, je dirais, ce qu'on peut supposer peut-être ou espérer du moins une trêve dans le mouvement des gilets jaunes. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les annonces gouvernementales, qu'elles viennent d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe ou de Christophe Castaner, à vouloir mettre sur la table une prime dont on ne connaît pas le montant, mais dont on laisse entendre qu'elle pourrait être entre 200 et 300 euros. C'est pas cette prime qui va calmer la colère policière. Les policiers ont donné, je l'ai dit, je l'ai écrit, il aura le courrier, je pense même à l'heure où on se parle, il doit avoir le courrier, ou du moins il est dans le circuit de transmission du courrier de l'Élysée. Non, les paroles, ça va à un moment donné, mais ça suffit. On a été les derniers à pouvoir préserver la République. On nous fume les derniers boucliers par rapport à ça. Policiers et gendarmes. Hier encore, quand il s'agit de durcir le ton pour évacuer certains péages, ce sont à nouveau les CRS qui y sont allés, ce sont à nouveau les gendarmes mobiles. Donc là, et vous savez, au mois de juillet dernier, avant même qu'on commence à parler des gilets jaunes, les sénateurs disaient attention, désespérance, mal-être, malaise, grave problématique au sein de la police nationale. Concrètement, vous réclamez quoi? Le paiement des 23 millions d'heures supplémentaires? Vous réclamez combien d'heures supplémentaires? 23 millions. Alors, non? Il y a 23 millions. C'était 23 millions avant l'épisode des Gilets jaunes. un peu plus. Donc là, ça va être un peu plus quantifié. Et je ne vais pas tomber dans du populisme. Non, mais est-ce que vous avez une liste de revendications? Voilà, c'est très clair. Aujourd'hui, on a, nous, pour les gradés et gardiens de la paix, les gardiens de la paix. Vous savez, c'est ceux qui ont permis de garder la République debout. Quel beau mot, quelle belle appellation. Aujourd'hui, on a une allocation de maîtrise. C'est une prime forfaitaire versée tous les mois qui est d'un montant de 230 euros. On demande une augmentation immédiate de 50%. On est, vous voyez, à 115 euros. On n'est pas très loin des 100 euros annoncés. La dernière fois où cette allocation a une avancée... Un gardien de la paix, ça gagne combien pour que les gens Un gardien de la paix, ça démarre sa carrière. Un gardien de la paix, ça démarre sa carrière à 1 700 euros et finira au 13e échelon, gardien de la paix, en province, à un peu moins de 2300 euros. Brut ou net? Net. Juste pour savoir. Net. Donc à ça, la dernière avancée significative, elle remonte à 2001-2002, c'était Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur. Suite à un gros mouvement social dans la police, à l'époque, avec un mouvement unitaire, avait décidé du jour au lendemain, pour calmer légitimement la colère policière, avait décidé du doublement. Alors nous, moi je suis à Force ouvrière, donc on n'est certainement pas des réformateurs, nous sommes des réformistes, mais on n'est certainement pas des jusque-boutistes. Donc on est parfaitement conscient de l'état de déliquescence des caisses de l'État. Mais aujourd'hui, on demande un geste fort. C'est pas les poignées de main appréciées au demeurant. Le passage systématique de Christophe Castaner dans nos rangs, apprécié. D'autres avant lui ne le faisaient pas systématiquement. C'est bien. Mais aujourd'hui, il faut qu'on sorte, je dirais, de la sémantique du discours, du serrage de main, de la petite gratification. Non, aujourd'hui, il faut véritablement, certains appellent ça un plan Marshall. Moi, j'appelle ça simplement une loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure. Si on appellerait la LOPSI 3, 4, et qui doit se traduire en amont par un geste fort. Donc, le paiement des heures supplémentaires, oui, 23 minimum, 23 millions. La somme n'est pas astronomique. On est payé aujourd'hui à 12 euros de l'heure. Tout policier aujourd'hui est payé au même montant. Et ça, j'y suis particulièrement attaché, parce que je considère qu'un gradé comme un gardien de la paix stagiaire, il en bave autant sur le terrain. Pourquoi le problème aujourd'hui, d'ailleurs, le sujet va être posé par Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière, le nouveau. Ouais. Secrétaire général de Force ouvrière. Il a moins de problèmes que l'ancien. J'espère, mais bon. On espère tous. En ce qui me concerne, j'ai tout fait pour qu'il soit à ce poste-là. Donc je me félicite de son positionnement. Moi, je considère à un moment donné que le ministère de l'Intérieur, enfin pour ce qui me concerne, mais c'est le cas aussi à l'hospitalière, emploie clandestinement ses fonctionnaires. Parce que ça ne peut pas exister autrement. 23 millions. Et vous savez, un des paradoxes d'ailleurs, c'est que heureusement les CRS qui seront employés, eux, sur le maintien de l'ordre, ont un régime dérogatoire. Eux, leurs heures supplémentaires sont payées. Mais ça concerne quoi? Ça concerne tous les fonctionnaires de l'investigation, des brigades anticriminalité, des fonctionnaires qui travaillent le week-end et ont prétendu pouvoir récupérer le lundi, le mardi, le mercredi. Et on leur dit non, il n'y a pas moyen, il faut que tu continues tes dossiers. Alors, donc vous voyez, c'est tout un schéma. Mais c'est pas propre à Castaner. Castaner, là, aujourd'hui, il récupère une situation qui est une situation, je dirais, au vitriol, prêt à exploser. Et lui, il arrive là, il récupère effectivement le bébé. Et on est sur une somme qui est un peu moins de 300 millions d'euros. Si les auditeurs entendent 300 millions d'euros, mais quand on appréhende à peu près le budget de l'État ou le budget du ministère de l'Intérieur, 300 millions d'euros. Voilà. Mais il faut aussi savoir que c'est doublement coûtant. Aujourd'hui, c'est doublement coûtant. Pourquoi? Parce qu'il y a la grogne, mais en même temps, un policier qui est sur le régime traditionnel des 1600 et quelques heures à l'année, son stock d'heures supplémentaires, c'est fait qu'il part en retraite. Enfin, il
il n'est plus en service opérationnel, parfois 1 an, 1 an et demi, sinon même 2 ans avant sa date échue de départ à la retraite. Il les prend ces heures, sinon il les perd. Il les prend ou il les perd. Mais Monsieur Lefebvre, si le gouvernement reste sourd à ces demandes, comment va se manifester la colère des policiers? Alors, on va se manifester déjà, dans un premier temps, on va être plus structuré que les Gilets jaunes. Parce que moi, j'ai eu de cesse à le répéter. Ouais. Je suis solidaire de vos revendications. Preuve en était, le 17 novembre, le seul syndicaliste qui appelle à 0 PV ce jour-là, en solidarité, c'était le secrétaire général que je suis d'unité SGP Police. Maintenant, il faut se structurer. Dans un premier temps, courrier adressé à Emmanuel Macron. Ce que j'attends d'Emmanuel Macron, via Christophe Castaner, d'abord, via lui-même. Mais là, vous parlez du dialogue. Vous iriez juste... On va juste au dialogue. Le dialogue, pour moi, il devra prendre terme. La date butoir, la date de péremption, passez-moi l'expression, du dialogue, ça sera mi-janvier. Si pour mi-janvier, on n'a pas un commencement d'avancée là-dessus, on envisagera, et j'espère rencontrer mes homologues des autres organisations syndicales représentatives dans les prochains jours, pour qu'on puisse avoir, je dirais, une unité syndicale par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est la maison. Vous iriez jusqu'où? Est-ce que vous iriez jusqu'à poser le képi? On n'ira pas chez poser le képi, on va déjà commencer par une manifestation de rue. Moi, j'envisage une grande manifestation de rue dans Paris. Il y a quelques temps de ça, on m'a dit dans les couloirs de Beauvau, vous savez, sur le fait, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Peut-être en 2021-2022. Échéance présidentielle oblige. Sauf si vous êtes capable de mettre 20 000 flics dans la rue. Donc ça, on va le faire. Il y a avant le débat, avant le conflit des Gilets jaunes. Alors depuis j'imagine qu'on vous parle autrement, non? On ne parle pas beaucoup aujourd'hui, vous savez, c'est très difficile. J'apprécie les gestes de Christophe Castaner. Je m'étonnais, je me suis dit, bon, peut-être, même si tu es maintenant le syndicaliste majoritaire au sein du ministère de l'Intérieur depuis le 6 décembre au soir, bon, peut-être que tu n'as pas son numéro de portable. J'ai pas le numéro de portable de Christophe Castaner. J'ai celui de Laurent Nunez. Aujourd'hui, au cabinet, on manque... cabinet de Christophe Castaner, on manque d'appréhension réelle, du malaise social dans lequel sont plongés Laurent les Nunez policiers. et Christophe Castaner, ils travaillent. Oui, Laurent Nunez, on l'a régulièrement, comme Éric Morvan, le directeur général. Mais vous savez, il y a quand même un directeur de cabinet, il y a un chef de cabinet. Sous Gérard Collomb, on va faire là, idolâtrer Gérard Collomb, très loin s'en faut, mais on avait des relations régulières, parfois plusieurs fois par jour, avec notamment Nicolas Lerner, qui était son directeur de cabinet adjoint, aujourd'hui DGSI. Mais en plus de ces problèmes d'heures sup non payées, de ces problèmes de fatigue, il y a aussi des problèmes d'équipement. Vous manquez cruellement d'équipement aussi. On manque d'équipement, on manque d'abord, avant toute autre chose, on manque également de fonctionnaires. Les compagnies républicaines de sécurité, si on ne les renforce pas, d'ici 2 ans, seront complètement inopérantes. Et imaginons-nous que nous ayons un nouveau conflit aussi dur, sinon même plus dur. Aujourd'hui, il manque 1000 CRS en France aujourd'hui pour avoir une capacité à réagir de façon constante. Il n'y a pas un recrutement de 10 000 7500 prévus sur le quinquennat, mais attention, 7500 embauches. On ne parle pas de 7500 créations d'emplois. Le dernier qui nous a réellement parlé de création d'emplois, c'est François Hollande, contraint et forcé après la vague des attentats malheureux. Il faut combien de temps pour former un CRS ou Vous avez c'est 12 mois. C'est 12 mois de formation. Il est envisagé de peut-être la ramener à 10 mois. Entre le moment où on passe le concours, le moment où on intègre l'école et le moment où on sort, on va considérer qu'on peut avoir un séquentiel de 18 à 24 mois. Mais là aussi, on a une solution. On a des contractuels dans la police nationale, ce qu'on appelle les adjoints de sécurité. Ce sont des jeunes qu'on embauche aux 2 fois 3 ans. Ces gamins prouvent, dès lors que le contrat est renouvelé pour une 2e fois, ont démontré leur capacité, leur sang-froid, leur respect du code de déontologie auquel nous sommes, et je suis tout particulièrement attaché. Ces gamins-là, parfois devant la feuille de papier, ça passe pas. Mais ils ont démontré à travers 4 ans d'apprentissage qu'ils peuvent être de bons ouvriers de la police nationale. Mais faisons en sorte de leur faire une validation des acquis d'expérience, on les intègre et on peut les former sur un laps de temps plus court, parce qu'ils auront déjà eu 3 mois de formation initiale, et quasiment 4 ans d'apprentissage sur le terrain. On va parler maintenant de cette attitude un peu schizophrénique qu'on a avec ce rapport aux policiers. D'un côté, des Français qui applaudissent les policiers quand ils les débarrassent d'un terroriste, et de l'autre, qui 2 jours après leur balancent des pavés à la figure lors des manifestations. Comment vous vivez, vous, ce rapport schizophrénique? On prend beaucoup de recul par rapport à ça, on est tellement habitué. Vous savez, quand on était acclamé après la manifestation à Paris, après les attentats de Charlie, il y a même eu une chanson, J'embrasse un flic, de Renaud. On est habitué à ça, on sait pertinemment que quand les gens ont besoin de nous, mais bien évidemment dans l'acte terroriste, mais même au quotidien, quand les gens nous appellent pour un tapage nocturne, pour un véhicule, parfois même un véhicule gênant, là on est, nous sommes les gardiens de leur capacité à se déplacer ou à vivre tranquille. Et le lendemain, quand on rentre dans le 2e schéma, qui est celui du policier, qui est parfois celui de la répression,
comme c'est fut le cas sur les maintiens de l'ordre, où il faut rétablir l'ordre public, là, les gens ne comprennent plus. Mais c'est vrai que c'est un rapport quasi schizophrénique de la population vis-à-vis de sa police. Mais on est habitué à ça. Mais je crois que Jean-Pierre Raffarin l'a très bien résumé sur son tweet de la semaine dernière. Hein. Idolâtrer aujourd'hui et caillasser demain. Voilà, c'est parfois difficile. C'est parfois difficile. Vous savez, aussi, c'est pour ça que sur les maintiens de l'ordre, entre autres, nous, on reproche au préfet de police de Paris de ne pas communiquer sur les risques encourus. On entend souvent, on a vu souvent, ce ne fut pas le cas heureusement samedi dernier, mais sur les autres actes, notamment avec les déferlements, avant même le déferlement de la violence, avec les manifestations de rue dans Paris, des gens qui arrivaient là pour manifester de façon complètement pacifique en famille, qui se plaignaient d'avoir pris des gaz lacrymogènes. Je comprends. Mais s'il y avait une communication en amont du préfet ou de la préfecture de police de Paris en disant attention, si vous arrivez trop près des forces de l'ordre, vous risquez de vous faire gazer à un moment donné. Et ça, c'est pas. Les gens ne le savent pas. Non, bien sûr. Les gens ne savent pas ce que c'est l'effet d'un gaz lacrymogène tant qu'on ne l'a pas pris. Passez-moi dans le museau. Un bon point aussi à Christophe Castaner, parce que la préfecture de police de Paris n'était pas partie dans un schéma tel que celui qui a été décliné sur l'acte 4. Ouais. Christophe Castaner nous a reçus. Laurent Nunez nous a tout particulièrement écoutés en demandant beaucoup plus de mobilité, parce qu'il fallait qu'on adapte le maintien de l'ordre par rapport à ça. Et la preuve en a été faite. On ne peut pas se satisfaire de ce qui s'est passé samedi en 8. Hein. Il y a eu trop de dégâts, trop de voitures brûlées, trop de casses. Mais par contre, à nouveau, la mobilité samedi fut on ne peut plus concluante. Et ce qui ne fut pas le cas le samedi d'avant, donc en l'occurrence le 8, à Bordeaux, où les forces de l'ordre étaient figées. Et là, elles étaient donc à recevoir en permanence. Il faut donner beaucoup plus de mobilité, savoir s'adapter par rapport à ça. Les adjoints de sécurité, les contractuels, les personnels administratifs, techniques et scientifiques qui sont, je dirais, en bas de grille, qui n'ont pas de capacité à passer d'ailleurs aux demandes d'examen pour accéder à un niveau supérieur. Ils sont cantonnés, ils rentrent dans un corps, terminé, on y reste jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle. Ça veut dire quoi, donc, pas de capacité? Pas de capacité, il n'existe pas d'examen professionnel pour passer. Vous prenez par exemple un adjoint administratif dans la police nationale, qui sont des éléments incontournables, ce sont les missions support. C'est eux qui permettent d'approvisionner notamment les forces de l'ordre en province, sur les barrages, mais même en munitions, hein, c'est quelque chose, et qui sont véritablement en bas de toutes les grilles indiciaires possibles et imaginables, et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas d'examen aujourd'hui, il n'y a pas de cursus, à contrario de ce qui existe. Et donc les personnes dont vous nous parlez là ne touchent pas de prime d'activité? Ne touchent pas de prime d'activité, absolument pas. Donc il faut justement, si cette mesure est annoncée, moi ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse être étendue à ceux qui frisent ou frôlent ou flirtent avec le SMIC de chez nous. Je parlais des contractuels, les adjoints de sécurité. Il n'y a pas que, on a d'autres contractuels dans d'autres pans, d'autres segments du ministère de l'Intérieur, et surtout les bas de grille des personnels administratifs, techniques et scientifiques. Vous souhaiteriez un dégellement du point d'indice pour que vous puissiez... Ah ça va de soi, ça va de soi. Vous savez, je ne l'ai même pas mis sur le courrier qui est entre les mains certainement d'Emmanuel Macron ou de ses services, je n'en ai même pas parlé, parce que là ça relève des confédérations, donc je ne veux pas avancer plus loin, je veux rester sur un segment très catégoriel, hein, qui est celui des gardiens de la paix et des gradés. On a parlé là des mesures, on va dire, pouvoir d'achat, mais sur ce même courrier, je fais état de l'amélioration qui s'impose, qui est absolument nécessaire, du temps de travail. Aujourd'hui, un policier n'a pas de temps maximal de travail et n'a pas de temps minimal de repos. Un policier, depuis début des années 2000, et à l'époque c'était Monsieur Gaudin, directeur général de la police, a inventé, que d'ailleurs mes prédécesseurs ont tous signé aveuglement, sans rien y comprendre, il faut appeler un chat, qui aujourd'hui ne dit pas à un flic, eh bien, au bout de tant d'heures, tu dois te reposer. Non, à contrario des gendarmes. Si vous savez, les fameuses 11 heures de repos consécutives journalières imposées par le droit européen, seul un corps y déroge, celui de la police nationale. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été... Ce qu'on nous a mis sur la table était une mascarade au mois de juin dernier, c'était inacceptable, on a refusé, tous les syndicats ont refusé, parce que ça n'apportait pas de compensation. Si vous voulez, ça permettait de transformer ni plus ni moins le flic, et sans que ce soit péjoratif vis-à-vis des employés de la grande distribution, c'est-à-dire que quand on a besoin de vous, gardiens de la paix, on va vous faire travailler quasiment 48 heures d'affilée, et ensuite on aura moins besoin de vous, on va vous mettre 48 heures en repos. Donc ça donnait une flexibilité, entre autres choses, il n'y avait pas de contrainte pour l'employeur, directeur de service, chef de service, ministre de l'Intérieur, ça c'est pas acceptable. Le fait que le gouvernement ait lâché du lest aux Gilets jaunes, est-ce que ça vous renforce dans votre volonté? Ah mais bien sûr. Est-ce que vous n'avez pas envie du coup de demander le maximum? Non, non, demander le maximum, je pense déjà, je l'ai détaillé tout à l'heure, on a parlé d'une augmentation de 110 € de suite, à peu près, 110 €, le paiement des heures supplémentaires, 1000 CRS en plus, une indemnité spécifique pour les personnes administratives, techniques et scientifiques qui sont aujourd'hui les oubliés de tout système, et l'amélioration du temps de travail. L'amélioration du temps de travail, c'est quoi? Et des conditions de travail. Et des conditions de travail, bien sûr. Vous n'aurez pas tout. Vous n'aurez pas tout. Les deux vont de pair. Vous savez, il y a
depuis, on a terminé, là, le ministère de l'Intérieur a terminé ce qu'on appelle un grand moratoire sur les cycles de travail. Il faut savoir qu'un flic aujourd'hui, à contrario du monde hospitalier, on voudrait copier un peu ce monde hospitalier en la matière. Un gardien de la paix, le gardien de la paix, les gardiens de la paix, ou les gradés, qui ont permis la neutralisation du terroriste jeudi soir à Strasbourg, mais c'est un week-end toutes les 6 semaines de repos. 9 week-ends par an. Donc désociabilisation de repos. C'est-à-dire ils ont des repos en semaine, mais le problème c'est comment voulez-vous vivre selon le modèle européen? C'est impossible. Comment voulez-vous garder vos gosses quand vous êtes divorcé, tout en sachant que c'est quand même la corporation, celle du gardien de la paix, qui subit le plus de divorces? Donc c'est impossible. On est en train de banaliser les 35-36 suicides que nous avons dans nos rangs depuis le 1er janvier. On nous a mis un plan de lutte contre les risques psychosociaux au mois de mai dernier, du temps de Gérard Collomb. On l'a tous unanimement traité de pansement sur une jambe de bois. Le seul qui commence à avoir des idées en la matière, malheureusement, ça a été balayé par le flot des attentats, c'était Bernard Cazeneuve, qui voulait remettre l'humain dans le cœur du débat. L'humain souffre aujourd'hui. Le flic est mal dans sa peau, est mal dans son portefeuille, il est mal dans sa peau, il est mal dans sa tête. Et c'est un risque psychologique pour lui, et c'est un risque psychologique aussi de bavure. Mais bien évidemment, bien sûr, bien sûr. Il est au bout du rouleau. Vous savez, quand moi je vois mes collègues sur le maintien de l'ordre difficile, même si on était réactif, celui pas de ce samedi, du 8 décembre, il y a des CRS qui ont été réveillés à 6 h du matin après avoir fait la garde de nuit. On leur dit, coucher à 6 h, à 8 h, on leur dit, lève-toi et marche, on va faire du maintien de l'ordre. Et ils ont tenu. Et ces mômes de Paris, ces mômes flicards qui n'ont pas eu un seul jour de repos depuis 3 ou 4 semaines, vous savez, c'est pas acceptable. Aujourd'hui, le gouvernement annonce vouloir évacuer les ronds-points. Est-ce que vous avez plus de détails là-dessus? Est-ce qu'on vous a donné des consignes déjà? Il semblerait que Christophe Castaner va lui montrer les muscles un peu là-dessus. Hein. J'ai eu quelques infos, notamment sur Toulouse hier, où il y avait un déploiement en urgence d'une compagnie républicaine, enfin au moins une compagnie républicaine de sécurité, je dirais en mixage avec les escadrons de gendarmes mobiles, pour vraiment maintenant montrer, je me répète, mais montrer les muscles, il faut dégager. Ah, ça va encore créer quelques tensions. Il y a ça qui va venir s'ajouter. Et puis demain, vous savez, demain à Biarritz, il y a le travaux préparatoires au G7. Ce qui fait qu'on a des CRS fatigués, usés, exténués, pas reconnus, pas protégés, qui ont terminé le maintien de l'ordre, qui pour certains d'entre eux ont certainement commencé à évacuer les péages hier, et qui vont être sur la route aujourd'hui pour aller assurer les travaux préparatoires, cette compagnie républicaine de sécurité demain à Biarritz. Est-ce que vous ne pensez pas un seul instant, vu la fatigue des policiers, vu le risque de tension demain à Biarritz, qu'Emmanuel Macron aura peut-être pu faire l'impasse pour le moment sur ces travaux préparatoires? Alors on nous annule des matchs de foot, c'est très bien, mais il faudrait peut-être que ça commence plus au niveau de c'est plus compliqué. Enfin, faut qu'il continue son boulot. Il faut qu'il oui, mais enfin, mais pas au moi, risque je crois que l'appel, fatiguer plus les forces de l'ordre. L'appel qui est fait là, est-ce que les Gilets jaunes ne pourraient pas penser que, bon, d'accord, parce que moi je veux bien, on va parler, c'est vrai, c'était une nouvelle expérience de vie commune, de solidarité sur les ronds-points, mais on pourrait dire, bon, maintenant... s'il y a un accord, par exemple, avec les ronds-points, vous pouvez rester à camper sur les ronds-points, mais vous laissez passer la circulation. Enfin, on peut... Il faut qu'il se structure, indéniablement. Mais surtout, c'est ça le problème. Si vous parle, qui parle à l'ancien syndicaliste, ouais. mais bien évidemment, il faut qu'il se structure. Et ils seront beaucoup plus audibles. Bien sûr. S'ils se structurent. Mais le problème, c'est que beaucoup de ronds-points ressemblent aujourd'hui à des ZAD. C'est un petit village où il y a une buvette, il y a une tente. Vous ne pensez pas que justement l'évacuation de ces ronds-points risque de se faire un peu dans l'affrontement? C'est pas dans l'affrontement des ronds-points, pour le moment. On est dans l'affrontement, on est dans l'évacuation des péages. Des péages. Mais je parle de après les incidents qui se sont à nouveau renouvelés. Est-ce que vous redoutez, quand j'ai la question de Monéa, est-ce que vous redoutez l'évacuation des ronds-points? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait la démonstration de leur volonté d'être pacifique jusqu'au bout. Là, on a affaire à des gens, on a souvent affaire, j'en ai vu quelques-uns, parce que je suis en province tous les samedis, dimanches, j'ai vu quelques ronds-points dans le sud-ouest où c'était très bon enfant. Ils gênent même plus la circulation. Ouais, donc ça sera pas évacué. C'est le moment de convivialité, peut-être. Excusez-moi, mais tout dépend des bonheurs. On a des endroits où ça se passe toujours très bien parce qu'il y a effectivement une organisation, il y a une coordination entre les forces de l'ordre présentes sur place au niveau du péage et les représentants locaux des Gilets jaunes, du moins ceux qui tendent à vouloir le faire. Ça pose pas de difficulté. Mais par contre, on a quelques points effectivement de crispation, notamment à Narbonne, où il y a eu le passage à sac des voitures de gendarmerie, des voitures de police brûlées, les locaux des ASF, je crois de mémoire, brûlés. Là, ça devient problématique. Là, on n'est plus dans du gilet jaune, on est dans du pilleur-casseur, là encore. Yeah. Donc là, alors appréhender, non, on n'appréhende pas spécialement. Là, ça va être beaucoup plus simple que de partir derrière pendant quasiment 20 heures de temps,
derrière des casseurs, pilleurs, extrémistes de droite et de gauche, comme c'était le cas à Paris. Il y avait 66 000 manifestants dans toute la France samedi, c'est moitié moins que le 8 décembre, mais ceux qui sont sur les ronds-points, en tout cas pour certains, sont assez radicaux. On va écouter l'un d'entre eux qu'on connaît bien sur les antennes, Christophe Chalençon. Le mouvement ne faiblira pas et nous irons au carton. Voilà, c'est tout. On a aujourd'hui des gens qui travaillent et qui dorment dans leur bagnole et qui dorment sous des ponts. Et vous êtes en train de me négocier quelques pourcentages, quelques milliards. On est en train de tricoter la poésie. Quelques pourcentages, 10 milliards quand même. 10 milliards et 80 milliards d'évasion fiscale. On ira au carton. Est-ce que vous redoutez ça? Ils sont moins nombreux. C'est irresponsable, mais enfin bon, on est habitué. Enfin moi, je suis habitué toujours à appréhender les paroles de M. Chalençon. Un coup, il nous demande un général comme Premier ministre. Pierre de Villiers. Voilà, le coup d'après, il est solidaire avec les policiers. Et là, maintenant, il dit tout et son contraire. C'est pas quand même plus difficile pour vous à gérer des gens qui sont moins nombreux, mais plus déterminés? Non, mais ils ne seront pas... Non, entendons-nous bien, sur les ronds-points, on n'a jamais eu véritablement de problème jusqu'à présent. Des épiphénomènes. Non, parce qu'on va déployer quand même une masse, on va dire, en hommes et en femmes, en force mobile, ou pas qu'en force mobile d'ailleurs. On va avoir un déploiement de force qui vont permettre bien évidemment de rétablir le rond-point et sans aucun souci. On ne va pas rentrer dans une guérilla, ça va être quoi? C'est plutôt les péages qui sont très compliqués, et avec tous les risques qui ont couru, notamment avec les flux de circulation. Mais là, ces propos ne sont pas acceptables, et là encore, il attise, plutôt que de demander... J'attends de ce genre de responsable, et c'est le syndicaliste avant d'être le flic qui parle. J'attends qu'il se structure, qu'il se pose, et puis après sorte peut-être un acte 6, 7, 8, mais en étant véritablement structuré, et pas en disant comme ça des propos jetés à la va-vite, poujadistes, populistes, on va aller au carton. Indépendamment de la forme des gardiens de la paix, encore une fois. Est-ce qu'il ne dit pas sur le fond que rien n'est réglé et que la détermination reste là? Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème, effectivement. J'ai peur que ça soit encore une phase de vase communicant ou de cavalerie budgétaire et qu'on prenne d'un côté aux uns pour donner aux autres. C'est bien évidemment le seul souci. C'est d'ailleurs le problème aujourd'hui de la prime dont on ne se satisfera pas, en l'occurrence la prime d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe et Christophe Castaner. On est en train d'essayer de nous faire comprendre aujourd'hui, on va les apprendre dans une partie du budget existant du ministère de l'Intérieur. Donc ça va signifier à dire peut-être moins de voitures, moins d'équipements de protection, un plan immobilier reporté. Vous souhaiteriez une augmentation du budget global du ministère? Bien sûr, on ne peut pas continuer à placer la sécurité, les missions régaliennes, sécurité, la santé, l'éducation, la justice, sur l'autel des restrictions budgétaires. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Là, on se rend compte d'un seul coup, nos gouvernants s'aperçoivent, et pourtant j'ai rencontré Emmanuel Macron en tête-à-tête, au mois de janvier l'année dernière. Je lui ai dit, attention, si vous avez un conflit social grave, vous n'êtes pas en capacité, en quantitatif, en hommes et en femmes, chez les CRS de tenir. Ah oui, on lui a expliqué. L'entretien va durer 20 minutes, il a duré presque 2 heures. Je vais revenir sur la colère des... Mais oui, c'est vrai, oui, vous avez raison, il faut prévoir. Monsieur le ministre de l'Intérieur, faites. On n'a rien vu venir. Mais moi, ce que je crains là, c'est bien pour ça que je parle d'acte 1. Je ne veux pas que dans quelques semaines, les fêtes de fin d'année étant passées, on dise, oui, les flics, ils ont été bons, ils ont tenu. Ça s'est globalement bien passé. Du moins, on n'est pas tombé dans le pire du pire grâce à eux. Puis bon, allez, on repart. On reprend le train et c'est reparti comme avant. Alors justement, sur la colère des policiers, je voulais vous poser une question. Alors, ils ont fait leur travail, ils ont été républicains avant... Mais est-ce qu'il y en a qui, en interne, vous ont fait part d'une sympathie avec ce mouvement de récrimination? Moi, le premier. Oui, moi le premier, parce que lors d'un meeting à Montreuil le 7 novembre dernier, de mémoire, si ma mémoire ne défaille pas, j'ai clairement dit, j'ai proposé à cette assemblée générale, à ce meeting où il y avait à peu près 4 000 à 4 500 participants, est-ce qu'on est solidaire des Gilets jaunes ou pas? Ce fut une salve d'applaudissements et d'acclamations. Donc on a décidé d'être solidaire avec eux à travers les journées 0 PV pour les petites et moyennes infractions, ça va de soi. Les crimes et les délits, on était toujours là pour interpeller les auteurs. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que le flic aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de 1 700 € début de carrière, 2002, 2003, fin de carrière. Quand il est flic à Nice, il ne peut pas habiter Nice. Donc il est impacté sur le pouvoir d'achat par l'élément transport. Considérant qu'on a en plus des horaires particulièrement atypiques qui font qu'on travaille 4 jours, la plupart d'entre nous, 4 jours de travail, 2 jours de repos, avec des prises de service à 5 h du matin, des fins de service à 22 h, parfois des rappels, des services à rallonge, comme c'est malheureusement le cas depuis le 17 novembre. Donc le véhicule est un besoin nécessaire. Et avec en plus le paramètre qu'il faut que quand le policier est rappelé, il doit rejoindre son service dans les plus brefs délais. Donc il se fait flasher?
Parfois, il se fait flasher. Même les flics d'astreinte, les collègues d'astreinte se font flasher. Et ils ont même parfois du mal à se faire annuler les PV alors qu'ils sont sur un déplacement dû à un rappel de service. Si vous allez dans la rue au mois de janvier, si vos demandes ne sont pas satisfaites, c'est une possibilité. Vous n'avez pas peur d'être récupéré justement par le mouvement des Gilets jaunes? On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des Gilets jaunes qui disent regardez, les policiers sont avec nous. C'est pas le genre à se laisser récupérer. C'est pas le genre de la maison. Les Gilets jaunes rêvent de ça quand même. Non, mais je joindrai à vous par exemple. Il y aura le bleu et le jaune. J'ai fait quelques débats TV, même peut-être ici, avec l'un d'entre eux que j'apprécie beaucoup. Son prénom, je crois que c'est Jérémy. Il est du Loiret. C'est un garçon qui est structuré, qui effectivement a dit samedi dernier, là, il y a 2 jours, il ne faut pas y aller là. Maintenant, il faut se poser pour s'organiser. Mais si vous manifestez, il y aura des CRS face à des policiers? Il y aura des gendarmes mobiles. Ils ne mettent jamais de CRS, parce que les CRS sont en des manifestants. Les gendarmes n'ont pas le droit de grève. Nous non plus, on n'a pas le droit de grève. Qui sera face à qui? Vous savez, là aussi, c'est une des particularités de notre métier. On n'a plus le droit de grève depuis 1948. Donc la seule capacité que nous ayons aujourd'hui, c'est leur revendication placée pour moi sous le syndicalisme réformiste et derrière l'action à travers une manifestation sur nos temps de repos. C'est bien pour ça que j'envisage de la faire, je proposerai à mes homologues, et si on peut tomber d'accord, de la faire un samedi. Donc pour refaire un point pour les gens qui nous rejoignent, dans un premier temps, là, dans les jours qui viennent, vous allez évacuer, comme vous le demande le gouvernement, les ronds-points, les péages. Bien sûr, continuons notre mission. Et si vos revendications ne sont pas entendues d'ici à la mi-janvier, vous envisagez un acte 1, donc des Gilets bleus. Déjà, l'acte 1 commence à travers la négociation, déjà. Négociation, oui. On en est où, là? Ça n'a pas commencé? Pour le moment, ça n'a pas commencé. J'ai reçu quelques SMS affolés ce matin en me disant vite, il faudrait peut-être qu'on se voit. Oui, mais si on peut se voir, si c'est pour se voir pour boire un café, des hauts responsables du ministère de l'Intérieur. Mais qui aujourd'hui, mais c'est très bien, mais si derrière ils ne sont pas décideurs, moi le seul décideur aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Il en a fait la démonstration pour apporter quelques éléments de réponse aux Gilets jaunes. Il ne m'appartient pas aujourd'hui de juger si c'est assez ou pas assez, mais il a apporté quand même des éléments de réponse que je souhaite voir apporter au plus bas salaire au ministère de l'Intérieur. Mais bien évidemment que si moi j'ai pas, là, d'ici entendons-nous bien, nous sommes aujourd'hui le 17, les jours passent tellement vite, le 17 décembre. Si moi, pour la fin de la semaine, j'ai pas déjà un amorçage de discussion en disant bon, on va essayer de trouver une solution, on va essayer de vous apporter ça, voilà ce qu'on peut faire, c'est ce que j'appelle une négociation. Si j'ai en face de moi un ministre de l'Intérieur, un Premier ministre et qui plus un président de la République sourd et malentendant, eh ben on va accélérer le processus et on envisagera peut-être d'aller un peu plus vite dans la rue. Et voilà. Donc, oui, une manifestation au plus tard à la mi-janvier. Pour la fin janvier, au plus tard, mais si on n'est pas entendu, après peut-être anticiper. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.